Alors nous recevons aujourd'hui Robert Bertram, directeur de publication de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie. Robert Bertram, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Merci. Alors, tout d'abord, quelques mots pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette publication. Alors, la revue, elle existe depuis un certain nombre d'années. Si on devait la résumer, c'est quoi la revue? Alors, la revue juridique existe depuis l'année 2003 et elle est semestrielle. Elle a été créée par Jean-Yves Fabron, universitaire, qui l'a dirigée pendant une petite dizaine d'années. Et ensuite, c'est une revue qui est sortie de l'université pour s'ouvrir à entre guillemets, la société civile, pour créer des dossiers. Parce qu'on a commencé à faire des dossiers et à partir de là, nous essayons d'étoffer cette revue par des thèmes qui sont d'actualité. Et donc, qui sont vos lecteurs? Les lecteurs sont les étudiants, les universitaires, les politiques, les dirigeants, toutes les personnes qui ont des responsabilités, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou, je dirais même, sur Paris, puisque nous avons la chance de pouvoir diffuser dans les ministères à Paris, ainsi que les grands corps. Si on parcourt les 20 dernières années, c'est ça en fait, ça fait à peu près 20 ans que la revue existe, 19. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir éclairé le débat sur certaines questions? Vous avez été quand même assez présent sur tout ce qui était référendum. Si vous regardez un peu tout ce qui a été fait, est-ce que finalement ça a participé un peu du débat? Alors, c'est un peu prétentieux, mais la revue juridique a apporté un éclairage, des analyses qui permettent aux décideurs d'affiner leur propre analyse et de pouvoir décider dans un sens ou dans un autre. On a simplement une approche neutre, puisque nos colonnes sont ouvertes à toutes les tendances. Vous calculez exactement combien il y a Non, pas vraiment, mais c'est... Non, c'est en fonction des disponibilités de chacun et du thème, surtout du thème à développer. Ok. Alors, faute de financement, parce que tout le monde est un peu contraint en ce moment d'un point de vue budgétaire, vous avez quand même récemment dû arrêter les versions imprimées. Donc aujourd'hui, on ne vous trouve plus qu'en version numérique. Exact. Nous avons arrêté il y a plus d'un an, et nous diffusons exclusivement en version numérique, puisque la version papier était beaucoup trop chère pour nous et que la situation économique étant ce qu'elle est, c'est très difficile de joindre les deux bouts. Voilà. Et donc le dernier numéro qui est sorti là à la fin de l'année 2021, donc le numéro 38, vous aviez choisi un axe, l'axe Indo-Pacifique, qui est un thème évoqué par le président de la République Emmanuel Macron lors de sa venue dans le Pacifique Sud en 2018. C'est aussi un thème qui vous tenait à cœur depuis longtemps, pour en avoir discuté plusieurs fois avec vous. Et concrètement, en quoi consiste cette stratégie Indo-Pacifique? Alors, c'est assez flou finalement comme cadre. C'est très, très, très compliqué. Ce thème a été choisi parce que, premièrement, on arrivait à la fin de l'accord de Nouméa. Et deuxièmement, on rentrait dans une campagne présidentielle. Donc, il y avait deux facteurs qui pouvaient éventuellement être intéressants et qui pouvaient intéresser aussi bien la métropole que la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, ce thème de l'Indo-Pacifique a été très intéressant au niveau... c'est une nouvelle stratégie de la métropole, de la France, par rapport au Pacifique qui va prendre une importance considérable dans les années qui viennent. Et c'est pour, disons... essayer pas de contrer, mais de contrôler ou de l'hégémonie chinoise. Participer au commerce, ne pas faire comme les USA, faire un front plutôt guerrier. L'approche est plutôt dans les échanges plutôt que dans la confrontation. Il y a quand même une approche militaire aussi. Il y a une approche militaire, automatiquement. Il y a une approche militaire parce que c'est quand même un État qui intervient. On est dans les formes étatiques. L'armée intervient, mais c'est des échanges. C'est au niveau des échanges. C'est pas la France toute seule qui peut éventuellement
régler tous les problèmes qu'il y aurait dans le Pacifique Sud. Elle a une présence de par ses outre-mer, ça c'est certain, ses zones économiques qui sont immenses. Et à partir de là, effectivement, elle a droit au chapitre, même si elle n'est pas reconnue par les autres États à sa juste valeur. Est-ce que cet axe n'a pas été quand même fragilisé par l'histoire des sous-marins australiens? Je rappelle qu'il y avait eu la signature le 15 septembre d'un pacte entre les Australiens, le Royaume-Uni et les États-Unis, dénommé AUKUS, qui a entraîné ex abrupto l'annulation par l'Australie d'un contrat français de 12 sous-marins conclu depuis 2016 et signé en 2019. Est-ce que tout ça, ça n'a pas ébranlé un peu cette certitude qu'on pouvait réussir à construire? Alors, bon, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais c'est vrai que cette alliance entre les trois États, les USA, le Royaume-Uni et l'Australie, a été conclue par la présence des USA qui a imposé, je dirais, entre guillemets, leur point de vue militaire dans le Pacifique. Le Royaume-Uni est, je dirais, secondaire. La présence du Royaume-Uni est un peu secondaire. Ça représentait un petit peu l'Europe, mais ils sont plus grand-chose. Et puis au niveau de l'Australie, c'est une vassalisation de l'Australie par rapport aux USA. L'Australie se sent en état de faiblesse face à la Chine et recherche une protection. Donc effectivement, en cassant ce contrat des sous-marins, il y a eu une confiance qui a été brisée. Il y a une trahison, comme on dit. Il y a eu plusieurs petits qualificatifs des mots d'oiseaux qui sont circulés. Mais de toute façon, on est deux États, et même si on est fâché à un moment donné, les relations diplomatiques ne sont pas rompues et les discussions continuent entre les deux États, il n'y a pas de souci à ce côté-là. Sauf que, bon, c'est vrai que lorsqu'on met sa signature en bas, est-ce qu'ils vont la respecter? C'est la grosse question maintenant, quoi. Mais bon, ça devrait s'arranger avec les années qui viennent. Et effectivement, la montée en puissance de la Chine ne fera que l'Australie et la France, par l'intermédiaire de la Nouvelle-Calédonie, se rapprocheront. Donc la Nouvelle-Calédonie va vraiment avoir son rôle à jouer dans la Nouvelle-Calédonie est le territoire d'outre-mer le plus proche de l'Australie, qui est vraiment placé sur l'axe de l'Indo-Pacifique par rapport à la Polynésie qui est beaucoup plus excentrée dans le Pacifique, au centre du Pacifique. Donc la Nouvelle-Calédonie est plus proche de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la PNG, etc. Donc elle a une position beaucoup plus envieuse et qui pourrait lui permettre de prendre de l'importance dans les années futures. Voilà. Et donc là, dans le numéro 38, qui a pris la parole sur ces sujets? Est-ce qu'on peut trouver des analyses juridiques, des analyses un peu plus économiques sur cet axe? Il y a eu beaucoup d'analyses géopolitiques, géostratégiques, puisque j'ai eu des intervenants, des universitaires, j'ai eu des diplomates, j'ai eu des politiques, donc avec une vue différente à chaque fois, mais qui tendaient toutes à une mise en valeur de la démarche du président de la République, Emmanuel Macron, en fonction de cet axe, parce que l'axe, il faut le prendre sur les deux océans, hein. Il y a l'océan Indien et l'océan Pacifique, donc il faut quand même considérer que l'on part de la Réunion, donc des côtes africaines, pour aller jusque de l'autre côté des côtes de l'Amérique. Donc effectivement, c'est immense, c'est considérable, c'est la tyrannie des distances, comme on pourrait dire, au niveau des océans, mais c'est un axe qui peut permettre à la France d'avoir tout son rôle au niveau du Pacifique, puisque les 20 prochaines années, c'est le Pacifique qui sera une montée en puissance. Démarche à laquelle il a d'ailleurs rappelé son attachement là, dans la dernière lettre qu'il a adressée aux Calédoniens, où il dit, je cite, « L'avenir de la Calédonie reste à écrire, je veux l'écrire avec vous. Cet avenir s'écrit d'abord dans votre environnement régional. La France, puissance de l'Indo-Pacifique, a vocation à s'y inscrire toujours davantage. » Donc c'est a priori toujours dans cette on est en plein dans le processus de montée en puissance de la Nouvelle-Calédonie.
Pas toute seule, naturellement, mais elle est sur cet axe. C'est pas la Réunion qui pourrait être en position, puisqu'elle serait complètement excentrée. C'est pas Clipperton qui est effectivement de l'autre côté. C'est pas possible. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie qui est vraiment sur cette ligne et qui peut, compte tenu de la présence des forces armées, de la présence du développement économique de cette île, peut lui permettre d'être un point de départ, un port d'attache pour partir de l'avant et se présenter auprès de tous les autres États dans cet axe. Encore faudrait-il que Emmanuel Macron soit reconduit dans ses fonctions. Encore faut-il qu'il soit reconduit dans ses fonctions. À moins que cette notion finalement persiste, parce que c'était un nouveau mot qui est venu se greffer en fait à une situation qui existait quand même plus ou moins déjà, non, à laquelle on a juste donné un nom. L'axe Indo-Pacifique date d'une vingtaine d'années, hein, on va dire, non, une bonne quinzaine d'années. Mais par rapport aux USA, c'est un axe qui est d'échange. On va beaucoup plus parler du climat, des ressources marines, plutôt que de forces armées. C'est un peu nouveau finalement dans l'approche. C'est une approche. Alors vous pensez d'ailleurs tellement que c'est important que finalement vous avez décidé aussi d'y accorder un article dans la prochaine revue juridique qui va sortir, en faisant des propositions même, hein, c'est ça? Alors le prochain numéro qui va sortir en avril, je fais l'analyse, le dossier est sur le résultat de la 3e consultation. J'ai contacté de multiples personnes pour qu'elles puissent me donner leur avis. Donc, à l'échelle nationale, locale et en leur internationale. Présentant des perspectives, en ne les enfermant pas sur uniquement une analyse calédonienne, puisqu'on peut avoir une analyse nationale, puisque la Nouvelle-Calédonie reste une collectivité française, ou un international avec l'axe Indo-Pacifique. Donc, ça fait 3 vues soit différentes ou 3 vues mélangées. Donc, on peut faire des analyses multiples en mélangeant ces 3 thèmes. Vous allez jusqu'à proposer donc de nommer finalement un ministre d'État qui soit dédié à cette thématique. C'est mon point de vue, mais ça va pas être peut-être partagé. Mais il faut un politique, il faut pas un administratif entre guillemets. Il faut un politique qui puisse être sur place pour être à même de représenter le gouvernement français. Donc, voilà. Très bien. Alors, donc ça, c'est pour la prochaine revue. En attendant, il y a pas mal de sujets d'actualité qui nous animent, à savoir le vote du budget, bientôt les présidentielles, puis les législatives. Quel regard portez-vous actuellement sur la situation calédonienne, au regard de ce qui s'est passé, là, notamment sur le budget? On voit qu'il y a toujours ces clivages royalistes, indépendantistes. Alors, on n'est pas sorti du clivage, hein, on est toujours dans cette fameuse bipolarisation. C'est logique, puisqu'on vient de faire un référendum, on ne peut faire que de la bipolarisation avec un référendum, sauf à faire des ouvertures, mais là, ce n'était pas possible. Le problème, c'est que ce référendum a été boycotté, entre guillemets. Alors, le mot, il ne faut pas dire boycott. Il y a une non-participation, c'est une abstention. On va dire que c'est une abstention selon le code électoral. Et une abstention, quand on fait une abstention, on favorise le camp adverse. Quoi qu'on fasse, ne pas participer, c'est favoriser le camp adverse. C'est ce qui s'est passé. Et puis, ça permet, en ne participant pas à ce 3e référendum, on peut supposer, hein, attention, je reste très 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 prudent, c'est de se conserver une aura à l'international. C'est une ouverture à l'international. Donc, rester auprès de l'ONU, rester auprès du fer de lance, rester auprès du FIP, etc. Alors que si on avait participé totalement au 3e référendum, c'était définitivement clos, on ne pouvait absoluement plus rien faire. Alors que là, en n'ayant pas participé, on se dit, on se garde une porte ouverte. Donc on prolonge finalement encore. On prolonge, voilà. Mais ça, c'est mon point de vue, il est peut-être faux. Comment vous voyez la suite, justement, les discussions sur l'avenir? Les discussions sur l'avenir vont être très très courtes. Il faut laisser passer les législatives. Donc on va entamer des discussions à partir de septembre. À
Pour aller jusqu'au mois de juin, ça fait extrêmement court. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Sachant qu'on a jusqu'à normalement fin juin 2023, donc ça fait quand même très court. Est-ce que d'ici là, les aigreurs vont passer? Est-ce que les élus vont s'accommoder de diverses propositions qui pourraient éventuellement intervenir de la société civile, puisqu'on veut la consulter? Faut voir. C'est pas définitif. Le problème, c'est qu'on est en période de vote du budget. Qui là aussi révèle des clivages. Il révèle des clivages énormes, puisqu'on est toujours avec l'accord de Nouméa en application. Juridiquement, il est toujours en place, il n'est pas caduc. Jusqu'au vote d'une nouvelle organisation. Voilà, il faut qu'il y ait un nouveau statut pour que l'accord de Nouméa s'efface. Donc automatiquement, toutes les anciennes règles de l'accord de Nouméa sur la répartition des compétences, sur la clé de répartition, s'appliquent. Donc on peut pas changer. On est au milieu du gué, il faut aller jusqu'au bout. Le corps électoral aussi. Le corps électoral aussi, on peut pas. Il faut ou on le déconnecte il fait partie de l'accord de Nouméa, et tant que l'accord de Nouméa est en vigueur, on ne peut pas toucher au corps électoral. Donc si on touche au corps électoral, c'est un nouveau statut. Donc, ça c'est le package, soit on déconnecte l'un de l'autre pour. Alors déconnecter l'un ou l'autre. Alors déconnecter le corps électoral, il est dans l'accord de Nouméa, donc comment on le déconnecte? Ça va être compliqué. En tant qu'il n'y a pas d'élection, le sujet n'a pas forcément besoin de. Le problème, il reste entier. Donc, tout ça nous promet des belles discussions encore sur l'avenir. Ça va faire, oui, voilà, des discussions le soir, à la maison. Merci beaucoup Robert Bertram pour ces différents éclairages sur l'actualité, sur les thématiques qui nous éclairent. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter ou... Non, pas spécialement. Disons que là, je finis, je vais boucler. Il faut que je termine pour le mois d'avril la prochaine revue. Et il faut déjà que je réfléchisse au mois d'octobre, au prochain numéro, sur quoi il va... Des idées déjà? Il faut que je commence à réfléchir, mais il y a de fortes chances qu'on reste dans la politique politicienne, puisqu'on va sûrement commencer les discussions sur un futur statut. Donc, peut-être réfléchir sur les pistes politiques qui pourraient éventuellement être dégagées, soit par la société civile, soit par quelques avancées, puisqu'on a des propositions. Le mouvement... Les citoyens? Le mouvement des citoyens français a fait de faire de la Calédonie une région. A fait une proposition de statut. Voilà, donc d'autres entités pourront peut-être faire d'autres propositions, et à partir de ces diverses propositions, réfléchir à quelque chose de plus conséquent, plus tangible. Faut voir. C'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas, on va encore avoir des beaux sujets à traiter. Voilà. Merci beaucoup pour vos éclairages. À bientôt. Merci. Et à très bientôt sur NC News. Merci beaucoup.